à vrai dire, c'est une véritable joie de vous retrouver pour pratiquement toute une journée ensemble, alors qu'on a l'habitude en général de se voir, et je vois ici tous les visages de mes fidèles, de nos fidèles, qui profitent de nos programmes tout au long de l'année, dans une très grande qualité, d'abord dans ce lieu d'études qui est un lieu d'excellence, et puis surtout dans le but commun auquel vous participez complètement, de véritablement changer la vie à de très nombreux jeunes étudiants français, puisque c'est notre but et c'est notre cause principale, et que vous y participez tous, et c'est une occasion supplémentaire de vous dire merci. Alors, cette journée mondiale de la francophonie, ça fait combien de temps? 5 ans, 6 ans? Roby, rappelle-moi, combien on en est à quel numéro? La 7e, tu vois, 7e, c'est un chiffre d'or. Donc, c'est la 7e année, et la vérité, c'est qu'on est également, on profite d'une très grande fidélité de nos 2 partenaires principaux. Je voudrais remercier l'Institut français de Tel Aviv, d'Israël, et son conseiller culturel Olivier Rubinstein, qu'on va avoir la joie d'écouter dans quelques minutes. Et puis surtout, tirer un immense coup de chapeau au professeur Gérard Rabinovitch, qui est le directeur académique de l'Institut Lévinas. L'Alliance israélite universelle est à nos côtés depuis quelques années déjà. Et la vérité, c'est que je pense qu'on arrive à faire des choses, je ne voudrais pas exagérer, mais véritablement historiques dans la qualité des programmes que tu nous proposes. Et cette année, je crois qu'on est particulièrement gâtés, puisqu'il va s'agir de littérature, de mots, d'idées, d'émotions, tout au long de cette journée, avec les plus grands écrivains juifs de langue française. Donc, 1000 merci, et j'espère que, puisqu'on a eu l'occasion simplement d'échanger quelques phrases avant de commencer cette journée, que nous aurons l'occasion de continuer ce partenariat une année de plus, et que cette fois-ci il sera encore plus mutuel et encore plus, comment on dit, des 2 côtés, dual, et nous on y est tout à fait prêts. Alors, cette journée va évoluer, va se dérouler selon le programme que vous avez. Vous aurez beaucoup d'interlocuteurs qui vont vous parler avec passion des livres et des écrivains auxquels ils s'intéressent le plus. Et puis, nous aurons ce soir l'occasion de terminer cette cérémonie, cette célébration. Il y a les 2 éléments dans ce qui se passe aujourd'hui, dans un spectacle qui est consacré à Albert Cohen, et qui s'appelle La séduction, un cours de séduction. Alors ceux qui n'ont pas encore appris ou qui ne savent pas exactement ce que c'est, je les invite à passer un examen sérieux ce soir. Et puis après on vérifie, vous savez comment c'est, pour être bien sûr que vous avez tous compris et qu'il y a des travaux pratiques. Donc on va essayer de faire ça le mieux possible ensemble. Alors encore une fois, merci 1000 fois d'être là, merci 1000 fois d'être à nos côtés tout au long de ces années, où non seulement les cycles sont de très grande qualité, mais les événements exceptionnels sont aussi extrêmement intéressants. Et puis au bout du compte, sachez qu'il y a plein de jeunes qui vous doivent, à vous tous, un changement de vie et des outils extraordinaires qui leur permettent véritablement de bâtir une vie d'une manière extraordinaire et dans la qualité et dans le bonheur. Je voudrais prendre quelques mots pour dire un grand merci à Nicole, qui est la petite fée qui organise tout derrière tout le monde, à la fois les étudiants, à la fois le programme Massa, et à la fois tous les gens qui sont autour et qui la connaissent pratiquement sur une base personnelle. Alors ma petite Nicole, ma grande Nicole, merci infiniment pour tout ce que tu fais. Je vous embrasse tous, donc, puisqu'on m'a demandé d'embrasser les gens, donc je vous prends au pied de la lettre et je passe la parole à Olivier. Bonjour à tous, merci Claude de ton accueil, merci Gérard de ta fidélité et de ton amitié. Je dois vous avouer que quand j'ai vu le thème de cette journée, j'ai été passionné, intrigué, et la première réflexion qui m'est venue, c'est de me dire qu'un tel thème, écrivain juif de langue française, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu avoir lieu il y a une vingtaine d'années, en tout cas en France.
Vous le savez sans doute, j'ai été éditeur pendant de longues années et j'ai publié de nombreux écrivains juifs de langue française, pas uniquement de langue française d'ailleurs, mais qui n'étaient pas obligatoirement des gens qui se définissaient ainsi. Et je crois que la première question, et je pense que cette journée permettra d'en débattre, la première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi la question de l'identité revient-elle à la surface aujourd'hui alors qu'elle n'existait pas ou qu'elle était masquée en tout cas pendant des années, voire pendant des siècles avant en France. Il y a 3 périodes finalement cruciales dans le judaïsme français et bien évidemment chez les intellectuels juifs français. Il y a la période de la Révolution française qui a donné la citoyenneté aux Juifs, avec toute l'ambiguïté qui va avec, sur la question justement de l'intégration et de l'assimilation. Il y a la question de l'affaire Dreyfus, primordiale, qui met en avant pour la première fois le rôle de l'intellectuel, pas uniquement juif, mais de l'intellectuel, et la période évidemment de la guerre, de la Shoah et de l'après-guerre. Si on prend, je vous rassure, je vais pas être trop long, je me souviens, il y a quelques années, un libraire de mes amis avait créé un rayon dans sa librairie qui était écrivain juif de langue française. Et ça avait fait un grand scandale à l'époque. Ça avait fait un grand scandale parce qu'il y avait mis, bien sûr, sans leur demander leur avis, Marcel Proust, Albert Cohen, Armand Lunel, Bernard Lazare, de très très nombreux écrivains juifs de langue française. Et cette identification, cette ethnicisation de la littérature était très très mal passée en France à l'époque, très mal passée. Et je pense que là, il avait mis le doigt de manière presque provocatrice, il avait mis le doigt sur le sujet de cette rencontre. Si on prend quelqu'un comme un écrivain aussi important, aussi fondateur que Marcel Proust, toute l'œuvre de Marcel Proust est traversée de thèmes juifs, est traversée de préoccupations juives. Proust parle de sa judéité, et bien sûr il ne l'a jamais caché, mais bien évidemment lorsque les premiers livres de Proust paraissent, on n'identifie pas Proust, en tout cas de manière publique, comme un écrivain juif de langue française. Il se passe quelque chose au moment de l'affaire Dreyfus. J'y pense parce que d'abord, je vais faire un peu de publicité pour l'Institut français. Il y a une très belle exposition Dreyfus au Beta Tfutsot à Tel Aviv que je vous conseille, et je vous conseille vraiment d'y aller, d'emmener vos enfants. Il y a quelqu'un qui a une importance capitale dans l'affaire Dreyfus, outre le frère d'Alfred Dreyfus, Mathieu Dreyfus, c'est Bernard Lazare. Et Bernard Lazare, vous le savez sans doute, était un écrivain de littérature. Il a écrit quelques romans, mais était surtout un polémiste et un journaliste très, très, très aigu, très acéré. Et Bernard Lazare est un des premiers qui s'est défini. Il avait d'ailleurs une identification quand même complexe, puisqu'il se définissait comme anarchiste et sioniste. Et c'est quelqu'un qui a eu une influence sur Herzl. Il y a eu des échanges entre Herzl et Bernard Lazare, et Lazare s'est défini et n'a jamais caché sa judéité. Donc, pour faire court, ce débat que nous avons aujourd'hui, cette journée, serait tout à fait naturel aux États-Unis. On parle, Rachel Hertel, grande spécialiste du yiddish, a écrit il y a 30 ans un livre fondamental sur le roman juif américain. Roman juif américain parce que bon, le communautarisme américain fait que ce n'est pas la question de l'appartenance n'est pas une question. Bien évidemment, en France, la question de l'appartenance, en tout cas la visibilité de cette appartenance, est une question. Si on prend quelqu'un comme Georges Perec, dont l'œuvre, pour le coup, a été hantée par la Shoah, il y a un très beau film de Robert Bebert sur l'enfance de Georges Perec, rue Villain, dans le 19e, que je vous conseille vivement. Georges Perec, bien sûr, était un écrivain juif, mais il a fallu attendre très longtemps, et je pense qu'il a fallu attendre même longtemps après sa mort, pour que les thèmes, pour qu'on s'empare finalement de ces thèmes juifs chez lui, pour qu'on les mette en avant. Il y a toujours eu chez les écrivains français, pendant très longtemps, une espèce de
quelque chose qui oscille entre la pudeur et la peur de mettre en avant leur judéité. Je pense que les choses sont en train de changer, avec évidemment toute la complexité relative à ce problème. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai absolument rien préparé, mais c'est une question, vous l'aurez compris, que je trouve occupante. Et je pense que c'est une excellente idée d'avoir consacré cette journée à ce thème. Donc merci Gérard, merci Claude. Oui, c'est d'autant plus significatif quand nous sommes au lendemain de l'anniversaire de la 2e année de l'attentat de Toulouse, et que c'est vrai que les choses changent, qu'il faut rester extrêmement vigilant, cher Olivier, et c'est vrai que d'un côté, la communauté juive de France se sent complètement française et complètement juive, comme nous nous sentons complètement israéliens, mais aussi complètement français. Et je crois que dans ce dialogue que nous installons et que nous instaurons et que nous nourrissons au long de toutes ces années, fait que de toute façon, on arrive à s'écouter et à se comprendre. Et je crois que c'est ça le plus important. Il ne faut rien oublier. À toi, Gérard. Merci Claude et merci Olivier. Merci à vous de votre présence, de votre intérêt. Pour les familiers du lieu et les fidèles, comme l'a rappelé Claude, des activités du campus francophone du Netanya Academic College et des partenariats et solidarités entre le campus, l'Institut français et l'Institut européen Emmanuel Levinas. Vous êtes familier de notre numéro à 3, Claude, Olivier et moi-même. Ça commence à ressembler même à un rituel convenu et fastidieux. Mais alors qu'en fait, il s'agit d'un plaisir renouvelé et bien mieux encore que répété, et auquel il faut toujours associer, comme l'a rappelé Claude, évidemment la présence illuminante de Nicole Fary. À peine achevé le cycle Empreintes et Mémoire que nous avons inauguré tous les 3 en novembre, pour ceux qui étaient là, nous voici réunis en effet à nouveau pour cette rencontre internationale du judaïsme francophone. C'est une initiative qui est venue d'ici, comme l'a rappelé Claude, et à laquelle l'Alliance israélite universelle ne pouvait que se rallier. Elle qui est née en 1860, il y a plus de 150 ans, de la volonté de quelques jeunes hommes juifs et républicains, soucieux et fiers de faire résonner ensemble toute la tradition du judaïsme avec l'esprit de 1789, ce temps de la Révolution française où les droits de l'homme s'écrivaient dans la représentation iconique des tables de la loi. C'est aussi dans ce même esprit et élan ressourcé qu'a été décidée la mise en place de l'Institut européen Emmanuel Levinas dans l'objectif d'affirmer les ressources de connaissances, de spiritualité et d'insertion dans le monde contemporain pour son meilleur et contre ses pires des humanités juives. Construite en écho de la tradition académique occidentale des humanités gréco-latines, les humanités bibliques et juives mettent l'accent sur les ressources de sens, d'élévation dans la vie de l'esprit, pour reprendre une expression de Sigmund Freud, d'exigence de culture et de travail de pensée, hantée sur le projet civilisationnel explicite ou implicite de ses anciens, de ses maîtres, et surtout de ses textes empilés et arborescents. Les humanités juives ont pour champ disciplinaire croisé la philosophie, incluant l'herméneutique et la psychanalyse, la littérature et la poésie, les langues, l'histoire, les arts. C'est dans ce croisement, dans leur interaction, que se construit, se fortifie, se transmet, en tout cas c'est l'objet, la perspective, quelque chose d'une neshama, d'une âme juive, dont elles assurent la survie collective. Consacrer cette journée du judaïsme francophone aux écrivains juifs d'expression francophone, comme vient de le saluer aussi Olivier, trouvait donc 2 fois sa pleine légitimité pour l'Institut européen Emmanuel Levinas. Légitimité de fondement de l'Alliance israélite, légitimité de positionnement de cet institut. Pourrait-on lui ajouter une légitimité d'urgence dans une époque
de déréliction culturelle accélérée. Les vraies œuvres de littérature ne relèvent pas chez leurs auteurs d'enfantillage, ni leur fréquentation par des lecteurs de simples, fussent-ils honorables, divertissements. Les grands écrivains, en général, sondent des questions, qu'elles fussent contemporaines à leur époque ou invariantes au cheminement balbutiant, titubant des humains, dans des dimensions impénétrables, aux approches distanciées des spécialistes des sciences humaines, réduits de plus en plus aujourd'hui au statut de tâcherons d'un monde administré. Pour les plus grands savants, les vraies œuvres de littérature ont même parfois un office d'éclaireur et de défricheur de vérité cachées, masquées, invisibles au rituel cognitif de la science. Les exemples abondent, je n'en évoquerai en vignette qu'une seule. C'est en faisant s'éclairer l'un par l'autre Oedipe roi de Sophocle et Hamlet de Shakespeare que Freud eut l'illumination décisive de sa découverte de l'inconscient. Il ajoutera d'ailleurs en d'autres occasions par la suite que les poètes en diront toujours plus et mieux sur l'amour que le meilleur clinicien de la psychanalyse. Mais les œuvres de littérature ont encore un autre mérite, pas moins grand, et peut-être plus grand encore au contraire. Elles sont un des lieux privilégiés où se travaille le langage. L'écrivain est un artisan orfèvre du langage. Que communique le langage, demandait Walter Benjamin. Pour répondre, il communique l'essence spirituelle qui lui correspond. Il est fondamental de savoir que cette connaissance se communique dans le langage et non par lui. Et une autre citation encore, celle d'un des plus grands écrivains allemands non juifs qui quitta l'Allemagne lors de l'arrivée des nazis au pouvoir et qui, contre ce que cela faisait à la langue allemande, s'élevait en rupture irrévocable. Le mystère du langage est grand. Être responsable du langage et de sa pureté, c'est porter une responsabilité d'ordre symbolique et spirituel. Celle-ci ne revêt pas seulement une signification esthétique. La signification du langage est essentiellement la responsabilité elle-même. Je viens de citer Thomas Mann. Il sera question, durant cette journée, d'auteurs patrimoniaux du monde juif francophone, dont les œuvres ont franchi largement les limites du héros juif, comme celle de la seule francophonie, pour rayonner dans le monde de la cité commune des hommes. Nous aurions pu peut-être en évoquer et saluer d'autres. Peut-être ça ne manquera pas de nous être reproché, l'auditoire juif étant le plus difficile des auditoires. Nous accorderons tout de suite qu'il y en a d'autres, bien méritants à cette galerie de portraits et de vivants. Nous aurions aussi pu audacieusement remonter haut dans les siècles passés et évoquer Michel de Montaigne, ne serait-ce que pour faire grincer quelques dents académiques agacées. Ou bien plus près, Proust, que tu as évoqué, pourquoi pas. Nous les avons laissés. Nous n'avions ni désir d'inventaire, flatteur, collectivement ou pas, ni ne pouvions viser à l'exhaustivité. Ici, ce n'est pas un grand mésé, mais plutôt des petits acoustiques qu'on posera sur la table. Du moins, fallait-il aller vers ceux dont il nous paraît d'une part nécessaire de les rappeler à l'attention de chacun, toutes générations confondues, dans une invite aux plus anciens d'en transmettre le goût de la lecture aux plus jeunes, et d'autre part, ce deuxième motif justifiant le premier, parce que les œuvres de ces auteurs portent la marque d'un burin plus intimement et textuellement juif, traçant dans la pierre ces motifs au marteau de l'esprit juif, de l'âme juive, de la Jewish soul et du Jewish touch. Mystique, humour, tragédie, poétique, touchent chacun à leur façon singulière d'auteur, traversent cet ensemble de champs sémantiques particuliers, comme eux-mêmes traversent aussi le Pardès, selon la tradition juive, celui des niveaux de la connaissance talmudique. Vous savez, le pshat, le remez, le drash et le sod, comme mode de lecture et d'approche et de travail du texte. Pour finir mon bavardage et pour ouvrir cette journée, je voudrais enfin citer un extrait d'un poète israélien disparu, Yehuda Amichai, et qu'Amos Oz et sa fille Fania Oz Salzberger ont d'emblée installé en guide de route de leur très bel ouvrage récemment paru en France, Juifs par les mots. Le poème s'intitule « Les Juifs ». Voici l'extrait.
Les Juifs ne sont pas un peuple historique, ni même un peuple archéologique. Les Juifs sont un peuple géologique, avec des failles, des effondrements, des couches sédimentaires et de la lave incandescente. Leurs annales doivent être mesurées à une échelle de grandeur différente. C'est ce qui sera un peu tenté aujourd'hui. Merci. Alors, c'est une introduction extraordinaire. Vous imaginez ce que ça va être la suite. Merci infiniment pour cette introduction très émouvante et très pointue. Alors, c'est à toi d'annoncer, puisque tu es le maître de cérémonie. Bon, alors, donc nous allons entendre toute la journée, je vous les présenterai tour à tour, des auteurs, des penseurs sur des auteurs patrimoniaux, ceux qui ont été évoqués. Juste, nous avons eu tristement une défection pour des raisons de santé d'Annie Dayan-Rosenman. Annie est professeure de maître de conf de littérature à l'université Denis Diderot. Elle est l'auteure d'un ouvrage qui s'appelle Les alphabets de la Shoah. C'est une spécialiste de l'écriture du témoignage, des traumatismes de l'histoire. Elle a elle-même eu par accident un traumatisme à la jambe qui l'a empêchée de pouvoir se déplacer. Et donc elle a eu la gentillesse de nous envoyer son texte. Et nous avons aussi la chance et la gentillesse de Philippe Zard, qui parlera ensuite lui-même de son propre travail, de sa propre réflexion, qui a bien accepté de lire l'intervention qu'Annie Dayan nous a transmise. Donc nous lui souhaitons un vif et prompt rétablissement. Nous la regrettons. Et je vais passer la parole à Philippe, qui va lire et que je vous présenterai ensuite pour sa propre communication. Ah, tu commences par toi? Oui, tu préfères? Ah bon, d'accord. Bon, alors, pardon, Philippe. Non, je préfère garder mes forces pour ma propre communication. Ah oui. Oui. Alors, on va faire... Donc, Philippe va faire d'abord sa communication et il lira la communication d'Annie Dayan ensuite. Donc, Philippe est maître de conférence en littérature comparée à l'université de Nanterre Paris 10. Il est l'auteur d'un ouvrage sur Albert Cohen, Thomas Mann et Kafka qui s'appelle « La fiction de l'Occident », qui est paru aux presses universitaires de France. Il est directeur des cahiers Albert Cohen. Il est aussi enseignant, j'en suis très fier, j'espère que lui aussi, de l'Institut européen Emmanuel Lévinas. Et il va nous parler d'Albert Cohen. Merci Gérard. Alors c'est très difficile d'entrer dans une œuvre qu'on a méditée pendant des années, et je vais le faire peut-être par un biais inattendu. Je vais commencer par un personnage périphérique, mais qui hante l'œuvre, qui est le personnage de Jérémie, un pauvre vagabond juif, dont on ne connaît pas très bien l'origine. Il est un peu lituanien, roumain, polonais, on ne sait plus exactement d'où il vient. Et je voudrais juste, en forme de mise en bouche en quelque sorte, citer deux très courts passages qui vont me permettre d'introduire mon sujet. Alors, ce sont deux passages qui sont tirés de Manche-Clou, donc une œuvre d'Albert Cohen parue en 1938. Alors, voici donc le premier. Jérémie est donc ce vagabond juif qui a retrouvé à Marseille, tout à fait inopinément, un vieux camarade marseillais. Et ce camarade marseillais qui s'appelle Scipion, qui est une sorte de Marcel Pagnol en réduction, eh bien, lui demande d'aller changer son manteau parce que, véritablement, ce vieux cafetan, cette lévite n'est absolument plus présentable. Alors, voici le passage. Scipion conduisit Jérémie jusqu'à la porte d'un magasin de confection. Mais à la vue des complets impeccables, Jérémie recula.
dit que jamais il ne mettrait de si beaux vêtements qui le rendraient suspect et attireraient sûrement l'attention de la police. Nous sommes dans les années 30, bien sûr. Et pourquoi Messier Scipion se ruinerait-il en dépenses inutiles? En fin de compte, il fut décidé qu'on achèterait une belle lévite d'occasion. En sortant de chez le fripier, Jérémie déclara qu'il n'avait jamais vu une lévite juive qui fût neuve. « Imbécile, dit Scipion, il faut bien qu'elle commence à être neuve. Voyons, allons, voyons. »« C'est comme ça pour manteau gif, expliqua Jérémie, c'est un mystère. Il n'y a pas manteau gif neuf. » Deuxième passage, on retrouve Scipion quelques pages plus loin dans une situation beaucoup plus inconfortable encore, à la suite d'un canular dont je ne peux pas vous raconter le détail. Il s'est retrouvé dans une situation, dans une posture d'imposteur, pour le coup. Il est à la Société des Nations et il est censé être l'ambassadeur d'Argentine. Naturellement, il a autant l'air d'un ambassadeur d'Argentine que moi du Dalai Lama. Et il se retrouve face à Solal, donc le héros d'Albert Cohen, qui est sous-secrétaire général de la Société des Nations, qui naturellement l'a démasqué. Et le pauvre Jérémie se demande alors ce qui va advenir de lui. Jérémie donc vient de se faire pincer en quelque sorte et dit à Solal: « Alors, c'est prison maintenant ?» Évidemment. Jérémie emmêla d'un geste philosophique et là, ses maigres cheveux roux, regarda le lac et les arbres. Il pleuvait dehors. Les gouttes s'abattaient contre les vitres où elles roulaient capricieusement. Oui, les hommes étaient comme les gouttes de la pluie sur les fenêtres. Cette goutte allait à gauche, puis soudain à droite. C'était son destin. Eh bien lui, Jérémie, depuis 40 ans, il était une goutte qui allait toujours du côté de la catastrophe. Patience, la sainte loi n'en était pas moins grande et excellente. Vous êtes triste d'aller en prison? Un peu triste, messieurs général, mais content que je n'ai pas tuberculose. Et si vous aviez la tuberculose, alors content de ne pas avoir cancer. Et si cancer, alors content d'être juif, c'est une catastrophe, mais belle. Pourquoi? Les autres nations, messieurs général, ont des moments, des ânes, 3 ânes, le pauvre Jérémie voulait dire 2 ans, 3 ans, de leur vie, où ils pensent que l'homme va être les frères de l'homme, qu'il y aura plus des pauvres, plus des riches, plus des méchants. Mais nous croyons cette chose depuis 2-3 000 ânes. C'est bonne chose, et aussi, j'ai bague magnifique. Et il va chercher à lui vendre la bague, évidemment. Alors, 2 remarques sur ce petit préambule. D'abord, ce manteau juif que l'on ne peut pas trouver neuf, bien sûr, vous l'aurez compris, a une valeur de parabole. Hein. Ce qui est en jeu, c'est bien sûr le rapport juif au passé, c'est à la mémoire, hein, et cette impossibilité où se trouve le juif, métaphysiquement en quelque sorte, de se situer dans une position de commencement absolu. Il est toujours en quelque sorte l'héritier, hein, des générations qui ont précédé. C'est une lourde tâche, mais c'est en quelque sorte le destin même du juif selon Albert Cohen. Ce qui fait penser à ce fameux aphorisme de Kafka, rapporté par Gustav Janouch, « Nous autres juifs, nous naissons vieux ». Et deuxième idée, c'est une catastrophe mais belle. Peut-être certains d'entre vous auraient-ils reconnu l'écho d'un thème que l'on trouve chez le poète judéo-allemand Heine, hein, qui dans les Bains de Luc avait déjà dit que le judaïsme n'était pas une religion mais une catastrophe. Et cette inflexion que fait subir Albert Cohen, c'est une catastrophe mais belle, dit aussi, me semble-t-il, le point de départ de ce qui est peut-être la vision du judaïsme d'Albert Cohen, en tout cas celle qu'il va s'employer à défendre dans son œuvre. Alors, de quel ordre est cette catastrophe et de quel ordre est cette beauté? C'est ce que je vais essayer, quant à moi, de vous faire un tout petit peu sentir dans le temps qui m'est imparti. Alors, on aura reconnu aussi dans cette confrontation entre le vagabond juif et Solal, au fond, un couple bien connu des historiens de la culture et notamment du monde juif, c'est-à-dire qu'on peut y transposer toutes sortes de couples mythiques ou paradigmatiques, par exemple
c'est le paria. Jérémie, c'est le paria. Solal est le parvenu, très, très haut placé désormais dans l'administration internationale. C'est bien sûr l'opposition du juif fidèle, observant, et du juif assimilé. Et c'est aussi, peut-être, plus sourdement, l'opposition entre un petit prophète juif à sa manière et Solal qui, malgré tout, est peut-être à la Société des Nations dans la position de Joseph en Égypte. Alors, quel était l'auteur de ce livre paru en 1938? Quelle était sa situation? C'est ce que j'aimerais dans un premier temps essayer de vous faire comprendre, en essayant peut-être de recontextualiser l'œuvre d'Albert Cohen, parce qu'on a des idées souvent un peu caricaturales ou schématiques sur Albert Cohen. On a l'idée de l'homme en robe de chambre qui avait fait un tabac lors de son passage à Apostrophe. On a l'image de cet homme qui disait du mal des écrivains femmes à la radioscopie de Jacques Chancel, etc. Bon, tout cela, c'est bien sûr l'écume. Il y a aussi, je dirais plus fondamentalement peut-être, quelques malentendus plus essentiels. Par exemple, celui qui veut que Belle du Seigneur soit exclusivement un grand roman d'amour. Par exemple, ce malentendu historique qui a fait qu'en 1968 paraît Belle du Seigneur, alors que c'est un livre dont l'essentiel était conçu dans les années 30. À la fin des années 30, le plan de Belle du Seigneur était déjà largement conçu. Alors, tout cela a produit, me semble-t-il, les images un peu biaisées de l'écrivain, et j'aimerais juste, dans un premier temps, d'abord, essayer de resituer tout cela. Alors, Albert Cohen, très, très rapidement dit, c'était donc un juif d'origine corfiote, arrivé très tôt dans son enfance à Marseille, et rien ne le destinait particulièrement à être un des grands écrivains juifs de langue française. Et pourtant, c'est assurément, même parmi tous les écrivains que l'on parcourt généralement, l'un de ceux, et peut-être le seul, qui ait ouvertement revendiqué l'étiquette, en quelque sorte, d'écrivain juif. Et cela de manière assez précoce. Alors, c'est un écrivain donc, qui est arrivé enfant à Marseille, qui a suivi une scolarité française, qui n'avait pas de véritable lien fort avec quelque existence communautaire ou religieuse durant toute sa jeunesse. Et pourtant, dès les années 20, c'est sous les auspices du judaïsme qu'il s'est placé, lorsqu'il a commencé véritablement à devenir écrivain. C'est bien comme l'auteur d'un projet spécifiquement juif. Et c'est peut-être ce mystère qu'il s'agit aussi d'aborder. Il l'a fait d'abord sous diverses formes, sous la forme d'un recueil de poésie en 1921 qui s'appelle « Paroles juives ». L'engagement juif d'Albert Cohen s'est poursuivi dans les années 20 avec un engagement dans l'éphémère Revue juive, une revue dont seuls quelques numéros ont paru en 1925 et dont le comité éditorial ne comprenait quand même pas moins que des auteurs comme Freud et Einstein, ce qui était quand même pas mal pour un comité de rédaction. Donc, dans les années 20, Albert Cohen se cherche comme écrivain. Il n'a pas encore écrit cela, il n'a pas encore commencé son grand cycle romanesque, mais c'est déjà une réflexion sur la condition juive qui l'anime. Dans ce cadre, il fait paraître en 1923 un article assez intéressant et révélateur qui est un article de critique littéraire autour du juif et des écrivains français. Et dans cet article de 1923, Cohen récuse la notion d'esprit juif au singulier
pour parler des esprits juifs. Et ces esprits juifs, il en dégage 4. Comme ça, pour mémoire, je vous les donne. Il y a, selon lui, dans ces esprits juifs, une première strate qui serait l'esprit des hommes du désert, l'esprit biblique, au fond, je dirais un peuple de guerriers, un peuple de combattants, où chez lequel prédomine la volonté. C'est presque une vision nietzschéenne, d'ailleurs, du peuple de la Bible qui prévaut dans ce premier temps. Il y a un deuxième esprit qu'Albert Cohen repère, qui est l'esprit prophétique, qui repose, au fond, sur la prévalence des forces de l'esprit, sur toutes les forces de la nature, mépris de la force, révolte contre l'animal en l'homme, et aspiration à, au fond, une vie pleinement morale. Une troisième strate historique se serait greffée, dit Cohen, qui est liée à l'expérience de l'exil. Donc c'est ce qu'il appelle l'esprit de l'exil, qui confère, dit-il, aux Juifs des gestes et des pensées de persécutés. Et, dit-il aussi, un corps et un esprit tordus par les coups et l'injure. Et puis, une sorte de quatrième étage, en quelque sorte, dans cette élaboration conceptuelle, ce qu'il appelle aussi le résultat de l'expérience historique des Juifs, qui serait la prédominance chez les Juifs de l'esprit critique. Cet esprit qu'il appelle fécondement dissociateur et relativiste, et qui, dans le discours antisémite, va se transformer en esprit juif dissolvant ou esprit juif destructeur. Alors, au fond, on pourrait dire que là se situe le programme d'Albert Cohen et l'embarras d'Albert Cohen, car, au fond, cette idée qui prévaut ici, c'est qu'un écrivain juif digne de ce nom devrait pouvoir rendre compte de cette pluralité interne de l'âme ou de l'esprit juif. Comment parvenir à l'expression de cette pluralité interne? Et on peut dire qu'Albert Cohen s'y est essayé. Donc je l'ai dit, dans un recueil de poèmes en 1921, qui était un recueil de poèmes tout brûlant, d'un esprit à la fois prophétique et sensuel, qui est un premier pas dans la littérature, si j'accepte quelques textes en prose initiaux. Il s'y est essayé aussi dans le théâtre, avec une pièce, Ézéchiel, dont on parlera peut-être, et qui a fait scandale en son temps pour des raisons que j'exposerai un peu plus tard. Alors, tout cela ne fait pas encore une œuvre. Et je vais proposer, quant à moi, une deuxième formulation de cette typologie de l'esprit juif chez Cohen. Au fond, parce que, et je suis d'accord avec l'introduction de M. Rubinstein tout à l'heure, la question de savoir ce que c'est qu'un écrivain juif pose aussi, bien sûr, la question de savoir ce que c'est que ce judaïsme ou cette judéité qu'il s'agit de communiquer ou d'exprimer. Et chez Albert Cohen, je dégagerai, quant à moi, au fond, à mon tour, 3 ou 4 étages de judéité. Il y aurait d'abord ce que j'appellerais un ancrage affectif, émotionnel, familial dans le judaïsme. La première expérience juive d'Albert Cohen, c'est celle de sa mère, le monde des premières émotions. Sa mère qui elle-même portait dans son corps et dans ses récits qu'elle lui racontait enfant, la mémoire du ghetto de Corfou et de ce monde juif, un peu anarchique, un peu chaotique, un peu dépenaillé, un judaïsme au fond à la fois très identitaire et très intuitif, inconscient de lui-même, relativement ignorant, mais en même temps porteur d'un certain savoir, beaucoup plus profond qu'on ne pourrait le croire, et surtout persévérant dans son être. Ce judaïsme-là, je vais y revenir, est à mon avis le socle de son inspiration. Sur ce socle émotionnel, affectif, je dirais corporel presque, de judéité, il y a des élaborations intellectuelles qui se sont greffées. Et j'en distinguerai 2 essentiellement. Une qui fait de Cohen, très largement, je dirais, l'héritier
d'un néo-romantisme tout à fait fin de siècle, fondé sur l'esprit des nations, le génie des peuples, l'âme des peuples, comme on disait alors, hein. Et cet esprit-là, nourri de lectures, aussi bien d'auteurs juifs que d'historiens non juifs, comme Renan par exemple, et de la Bible principalement aussi, hein, va le conduire à épouser très vite non seulement la cause sioniste dans les années 20, mais aussi une certaine rhétorique nationalitaire, je dirais, qui fait du peuple juif, au fond, une sorte de peuple antique, géologique, comme dirait Gérard, et Yehuda Amichai, peuple antique, mais aussi peuple vivant, hein, en tout cas en passe de ressusciter, hein, de son long sommeil de persécution et d'oppression. Et cela, c'est le moment, je dirais, de Paroles juives, et c'est le moment de la Revue juive en 1925. C'est un judaïsme néo-romantique, je dirais. Cette première élaboration intellectuelle va se juxtaposer, va se mêler une autre élaboration intellectuelle qui va très vite prendre naissance, dès les années 20, mais qui va vraiment prendre une place prédominante avec l'entre-deux-guerres et la Deuxième Guerre mondiale. Quelle est cette vision? Au fond, c'est la vision d'un peuple qui, je dirais, est animé depuis l'ère biblique, je dirais, par un projet messianique qu'il va formuler dans des termes très largement agnostiques, en tout cas incroyants, qui est au fond celui d'une sorte d'humanisme extrême, d'humanisme hyperbolique. Le peuple juif, dit-il, est au fond celui qui, dans son projet pour l'humain, a décidé de déclarer la guerre à la nature. C'est un peuple anti-nature, un peuple contre nature, et l'essence du judaïsme, c'est la lutte de l'homme contre sa propre bestialité. Et cette idée-là, elle va s'amplifier, elle est déjà en germe dans les années 20, elle va constamment s'amplifier, et je dirais, plus les années 30 et bien sûr l'hitlérisme vont se réclamer d'une philosophie de la nature, hein, d'une morale de la nature, et bien plus Albert Cohen va souligner, accentuer, accuser cette dimension antinaturelle de l'humanisme juif. Et puis, il y a une quatrième strate d'élaboration à la fois, je dirais, conceptuelle et imaginaire d'Albert Cohen, qui tient très largement, en fait, au martyr juif. Un martyr juif, celui des pogroms, mais bien sûr aussi, celui des persécutions hitlériennes et du génocide de la guerre, qui va faire qu'il va y avoir une véritable, je dirais, contamination entre judaïsme et christianisme, sans du tout qu'il y ait de péjoration, hein, dans cette idée-là, mais il est bien évident que sous l'effet de l'expérience historique du martyr du peuple juif, eh bien, il va y avoir une certaine forme à la fois de rejudaïsation des figures chrétiennes de l'Évangile et de christianisation en retour du destin juif. C'est-à-dire, au fond, le peuple juif va devenir une sorte de peuple christique, hein, de serviteurs souffrants, dont le martyr, en quelque sorte, va être, au fond, en écho à celui du martyr et de la passion christique. Et il y a une dimension dans l'imaginaire d'Albert Cohen qui se précise dans les années 30 et 40, qui est relativement christianisante, j'y reviendrai. Tout cela, ce sont justement les différentes strates du judaïsme imaginaire de Cohen. Et au fond, le moment où Albert Cohen trouve sa voie, c'est le moment où précisément il donne la primauté à la première de ces strates, c'est-à-dire ce judaïsme affectif, ce judaïsme émotionnel, celui de la mer. Au fond, le cycle romanesque d'Albert Cohen, celui qui va l'occuper pendant 40 ans, de 1930 à 1968, il devient possible du jour où Albert Cohen, abandonnant son inspiration archaïsante ou biblique, etc., va situer l'origine de sa fiction dans le ghetto juif de l'île de Céphalonie, en Grèce, qui est un duplicata du ghetto de Corfou. Solal commence
dans l'île de Céphalonie. L'oncle Saltiel s'était réveillé de bonne heure. Cet oncle Saltiel, créature du ghetto, est une sorte de créature lui-même très largement inspiré par la mère d'Albert Cohen. Donc il y a bien cette sorte de site originel sur lequel va se nourrir et s'alimenter, et auquel va s'alimenter l'inspiration de Cohen. Alors, précisons une dernière chose. Si l'imaginaire de Cohen prend son élan dans ce ressourcement à son imaginaire originel et maternel, il faut situer Albert Cohen aussi dans le contexte général. On a trop souvent dit que le judaïsme français des années 20 était un judaïsme honteux ou réservé, etc. Ce n'est qu'en partie vrai. Il y a eu, et aujourd'hui on le sait, on l'a étudié, un véritable réveil juif des années 20 en France, et pas seulement autour de la revue juive. Il y a eu plusieurs écrivains qui ont revendiqué assez hautement, parmi lesquels Edmond Flegg, qui est bien sûr l'un des plus connus, Spire bien sûr aussi, qui ont revendiqué cette appartenance au judaïsme dans un paysage français qui, il est vrai, ne lui faisait encore qu'une place marginale, plutôt du côté de l'exotisme. Il est vrai que le caractère extrêmement voyant des créatures juives d'Albert Cohen fait de cette œuvre aussi une exception. Et l'une des réactions les plus révélatrices d'ailleurs à cet égard, c'est qu'à la parution de Solal, un article très élogieux de Gustave Kahn à propos de Solal, mais Gustave Kahn s'étonnait que dans ce tableau du judaïsme, il n'y ait aucun juif moyen, aucun juif normal, pour utiliser un adjectif en vogue aujourd'hui, aucun juif normal. Tous les juifs d'Albert Cohen sont des juifs absolument anormaux, dans un sens ou dans l'autre. Le modèle du juif français, de l'israélite français, est totalement absent de l'œuvre d'Albert Cohen. Si on compare à des œuvres comme celles de Jean-Richard Bloch ou d'Irène Nemirovsky, c'est tout à fait frappant de remarquer cette exception cohénienne. Alors, à partir de là, eh bien, je dirais qu'une fois qu'on a compris que cette pluralité imaginaire, cette pluralité identitaire qu'il s'agit de mettre en œuvre, on comprend aussi peut-être le mouvement qui va animer l'œuvre tout entière d'Albert Cohen. Au fond, un seul roman en 38 ans, n'oublions pas que Solal, Manche-Clou, Belle du Seigneur, Les Valeureux constituent un seul et même roman, du premier de la première phrase à la dernière phrase, un grand cycle sur 40 ans. Or, tout ce roman est animé par un seul et même mouvement, un mouvement, je dirais, pendulaire, d'oscillation permanente. Quel est ce mouvement? C'est assez simple. Sortir du ghetto, je parle de Solal, sortir du ghetto, quitter le judaïsme pour ce que j'appellerais d'une tournure délibérément, intentionnellement équivoque, une nouvelle alliance avec l'Europe. Alliance politique, c'est-à-dire jouer le jeu politique de l'Europe, entrer dans les ministères ou les institutions internationales, et avec également les femmes européennes, puisque toutes les histoires de Solal sont avec des chrétiennes. Donc, sortir du ghetto, nouer une nouvelle alliance, et constamment, c'est pourquoi je parlais de ce mouvement pendulaire, voir revenir ou faire revenir le ghetto, voir revenir ou faire revenir la tribu, voir revenir ou faire revenir la malédiction juive, entre guillemets. Et tout le sort de Solal tient dans ce mouvement pendulaire. Alors évidemment, ce mouvement, ce scénario, qui est un scénario obsédant, puisqu'il est répété 3 fois dans l'œuvre de Cohen, est un scénario qui est médiatisé de mille et une manières, médiation littéraire, par la réécriture de Flaubert, de Tolstoï, médiation mythologique. Ariane est une créature aussi de la mythologie, nous y reviendrons, ou biblique, et Solal est aussi un avatar de plusieurs figures bibliques, Joseph, David et Esther.
Alors, comprendre cela, c'est comprendre que les romans d'Albert Cohen, au-delà des antithèses traditionnelles, judaïsme, christianisme, Orient, Occident, est un roman d'intrigue, d'intrication. C'est le roman des noces toujours recommencées et impossibles entre Juifs et Occident, sachant que le Juif et l'Occident ne sont pas des entités substantielles et homogènes, mais qu'elles sont elles-mêmes traversées par des courants et des tensions et des polarités différentes. Je dirais que l'œuvre d'Albert Cohen peut se prêter à deux types de malentendus, deux types de raccourcis. Soit on minore la dimension juive d'Albert Cohen, soit, sans la minorer, sans l'ignorer, on la simplifie. Alors, je passerai une par une ces deux tendances. Minorer le judaïsme ou la portée de la question juive chez Cohen, ça voudrait dire, par exemple, lorsqu'on lit Belle du Seigneur, ne retenir du roman que ce que l'on veut y lire, c'est-à-dire, par exemple, un simple pamphlet contre la passion à l'occidentale, voire un grand roman d'amour ironique, etc. Ça a été souvent l'accueil fait en 1968 à Belle du Seigneur. On le situait dans la lignée de Tristan et Iseult, des souffrances du jeune Werther, etc. Ce qui a de la pertinence, je ne le conteste pas. Mais ce qui très souvent passait par la relégation de la portée juive de l'œuvre. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on ignorait, on sous-estimait que dans cette histoire d'amour, il y a une dimension collective implicite. Dans ce couple de Solal et d'Ariane, il y a d'abord une dimension quasi allégorique. Solal et Ariane sont l'un et l'autre, en quelque sorte, beaucoup plus que des individus. Ariane, c'est la Grèce, Ariane, c'est le christianisme, Ariane, c'est l'Arienne, Ariane, c'est Marianne. Hein, et dans ce cantique des cantiques un peu hétérodoxe, il y a quelque chose comme une noce dans laquelle beaucoup de monde est invité. C'est bien sûr à travers les déboires et les désarrois de ce couple, le tableau d'une société qui elle-même n'est pas seulement la société européenne, mais qui est traversée par un regard prophétique. Hein. La SDN, je l'ai parfois dit, c'est aussi la tour de Babel dans l'œuvre d'Albert Cohen. Et j'ai parlé de Solal comme d'une figure de Joseph en Égypte, sauf que ce Joseph-là, d'une certaine manière, eh bien, précisément dans Belle du Seigneur, il ne parvient pas à sauver ses frères menacés par l'hitlérisme, et c'est parce qu'il a voulu intervenir en faveur des Juifs d'Allemagne que Solal perd son poste à la Société des Nations, qu'il est socialement et politiquement déchu. Il est très frappant de voir que dans les comptes rendus critiques qui ont suivi dans les années 68 le roman Belle du Seigneur, il n'est presque jamais fait allusion à cet épisode de la vie de Solal, cherchant à intervenir pour sauver les Juifs allemands. De même qu'un épisode absolument capital, mais qui ne couvre qu'un seul épisode, qu'un seul chapitre de cet immense roman, a été entièrement, je dirais, omis, éludé par la critique, qui est le moment où Solal se retrouve dans une cave à Berlin, auprès d'une naine bossue qui s'appelle Rachel, réfugiée contre les persécutions antisémites. Et dans cette cave berlinoise, dans le Berlin nazi, il y a une fête de Purim et des noces symboliques entre Solal et cette naine bossue. Ce qui veut dire quoi? Surtout que cette naine bossue, on la retrouve dans les dernières lignes du roman Belle du Seigneur, ce qui veut dire qu'en réalité, ce qu'on ne doit pas manquer, c'est qu'il y a deux épouses d'Ariane, de Solal dans Belle du Seigneur. Il y a Ariane et il y a Rachel. Et à la fin, ce sont ces deux-là que l'on retrouve. Mais par un effet qui tient à la fois à la construction du roman, mais aussi à la cécité de la critique, eh bien, ce double registre a été très largement évacué.
Alors, dimension collective que l'on retrouve aussi d'ailleurs dans ce travail sur les caves, les souterrains, etc., déjà présent dans Solal, le moment où Solal, ne pouvant pas vivre sa vie de juif en quelque sorte lorsqu'il est au ministère, eh bien, décide de faire venir sa tribu dans les caves d'un château à Saint-Germain-en-Laye, ce qui fait de lui, au fond, le Maran par excellence, hein, juif des caves, juif des souterrains et ministre français. Alors, au passage, de Solal à Belle-du-Seigneur, le trajet est intéressant. Dans Solal, 1930, Solal fait venir sa tribu dans une cave de Saint-Germain, mais il vit encore une double vie. C'est encore un moment où c'est possible. Dans le Berlin de Belle-du-Seigneur, en revanche, la cave est un lieu de relégation d'où l'on ne peut plus sortir sain et sauf, hein, et le dilemme s'est transformé en tragédie. Alors, tout cela fait que nous avons d'ailleurs deux dénouements très différents. Dans Solal en 1930, le personnage meurt mais ressuscite dans une sorte de mouvement à la fois christique et dionysiaque. Le personnage qui s'était suicidé revit, il y a encore de l'espoir, alors qu'en 1968, à la fin de Belle-du-Seigneur, il n'y a tout simplement plus aucun salut. C'est l'heure de dire le schéma Israël dans la dernière page de Belle-du-Seigneur. Première cécité possible, donc minorer la dimension politique du roman. Deuxième risque que l'on court, c'est le risque symétrique, c'est-à-dire ne lire l'œuvre de Cohen qu'à la lumière du seul projet apologétique, du seul projet de célébration du judaïsme ou de l'âme juive qui était celui d'Albert Cohen. Certes, les éléments sont nombreux dans l'œuvre qui peuvent orienter le regard en ce sens. J'ai dit tout à l'heure que le judaïsme était, selon Cohen, une sorte d'humanisme hyperbolique. La grandeur de l'homme et du projet juif, hein, c'est de vouloir, au fond, dépasser les singes que nous sommes tous pour se dégager des lois de nature, des lois de rapine, de viol, de meurtre, et de faire advenir une humanité enfin humaine, la loi d'antinature. Or, ce projet-là qui est en toutes lettres défini par Cohen dans ses textes de guerre et même dans Belle-du-Seigneur, puisque ce sont des textes de guerre qui sont repris dans Belle-du-Seigneur. Ce projet-là, il peut sembler être le projet mis en œuvre par Solal dans son histoire d'amour avec Ariane. Rappelons-nous ce début prodigieux de Belle-du-Seigneur où l'on voit Solal, très bel homme, Don Juan, se déguiser en vieux juif édenté pour faire à la femme qu'il aime une déclaration d'amour absolument renversante. Et il lui dit en substance, et bien sûr je suis beaucoup moins poète qu'Albert Cohen, je ne suis qu'un pauvre juif édenté, mais je t'aime de toute mon âme, puisque toi tu es humaine, tu sauras te dégager de ces instincts, de cette bestialité qui définit l'humain, pour ne reconnaître en moi que la pureté et l'inconditionnalité de mon amour. Donc je te donne mon amour, qu'en fais-tu? Déclaration tonitruante d'un vieillard amoureux. Évidemment, arrive ce qui devait arriver, le vieillard se fait jeter un verre à la figure, se fait bien sûr éconduire, et Solal en déduit que décidément l'avènement de l'humain n'est pas pour aujourd'hui, et que finalement les femmes, comme les hommes d'ailleurs, n'ont soif que de force, de beauté, de bestialité, de tout ce qui fait ce que Solal appelle la babouinerie humaine. Deuxième scène de séduction, le moment où Solal, résolu cette fois-ci à ne pas séduire Ariane par des moyens éthiques ou moraux, entre guillemets, beaucoup de guillemets, décide de la séduire en majesté, dans ce qui est sans doute la plus belle scène d'amour de toute la littérature française, cette séduction au Ritz, où Solal explique à Ariane
comment il va la séduire et pourquoi il est immoral de la séduire ainsi. Hein, c'est-à-dire que c'est une mise en œuvre absolument cruelle d'une opération de séduction dont on dénonce l'immoralité au moment même où on la met en œuvre. Sodale fait ce qu'il énonce et il fait même ce qu'il dénonce. Alors, évidemment, ça marche, mais lorsque Solal est déchu, lorsque Solal n'est plus le sous-secrétaire de la SDN, etc., eh bien, son amour bat de l'aile et c'est la grande dégringolade à laquelle Cohen nous fait assister. Tout cela, donc, semblerait illustrer la thèse apologétique de Cohen sur le judaïsme. Au fond, Solal serait venu proposer une nouvelle alliance à Ariane, une alliance morale, s'aimer, je dirais, loin des lois de la nature, s'aimer hors nature en quelque sorte. Ariane refuse et du coup la passion qui naît à ce moment-là est porteuse d'une sorte de péché originel dont elle ne se remettra jamais. Tout cela est bel et bon, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, pourquoi ? Je vais utiliser les 10 minutes qui me restent à le montrer. D'abord, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est premièrement qu'il y a, je l'ai dit tout à l'heure, une pulsion fondamentale de Solal dans tout le roman, qui est ce que j'appellerais le désir d'Europe. Le désir d'Europe, qui est donc aussi une relation extrêmement ambivalente à ses propres origines et au ghetto de l'origine, et en deçà même du ghetto de l'origine, peut-être même à la loi dont il se fait le porte-parole. Beaucoup de critiques, depuis longtemps, ont relevé cette évidence, à savoir que le monde juif qui est célébré par Cohen n'est célébré en quelque sorte qu'en théorie, et que le monde juif qui est représenté par Cohen est un monde certes sympathique, attachant, mais absolument dépourvu de ce qui pourrait faire naître le désir. C'est un monde sans désir, c'est un monde d'où l'on ne peut désirer que sortir, en quelque sorte. Donc, ce monde d'où l'éros est absent, d'où l'érotisme, d'où le corps est absent, eh bien, c'est le monde des femmes aussi, des femmes juives de Cohen. Les femmes juives de Cohen sont totalement toujours difformes. C'est la grosse Rebecca qu'on ne voit que sur son pot de chambre. C'est la naine bossue, etc. Donc, à quelques exceptions près, seules les chrétiennes sont belles dans l'œuvre de Cohen. Et bien sûr que c'est un élément qui peut susciter 1001 interrogations. Deuxièmement, la loi que célèbre Cohen est une loi, je dirais, célébrée par un athée qui considère que Dieu est une invention humaine, la plus belle des inventions humaines, mais que le monde en lui-même, intrinsèquement, est dépourvu de cette providence divine qui pourrait garantir quelque chose comme une moralité d'ensemble. Donc le monde est absurde. Cohen est de ce point de vue-là l'héritier aussi de toute la philosophie nihiliste du 19e et du 20e siècle. Donc l'acharnement à défendre une loi que rien ne vient en quelque sorte protéger, préserver, garantir, est quelque chose qui est presque de l'ordre de la folie désespérée ou désespérante. Troisièmement, la loi qui apparaît chez Solal dans sa relation à Ariane n'apparaît généralement que sous la forme de la tyrannie ou de la mauvaise foi. C'est-à-dire que Solal fait peser sur les épaules d'Ariane un péché originel et une responsabilité collective qui la dépasse. Il y a quelque chose dans Belle du Seigneur d'une grande scène sacrificielle où l'on ne sait pas ce qui domine, de l'obsession éthique de Solal ou de la pulsion de mort ou de la pulsion suicidaire. Belle du Seigneur nous entraîne avec un sadisme consommé à assister à un double désastre. Une catastrophe collective, historique, celle de l'Europe et du peuple juif,
et de l'autre, un fiasco amoureux. Or, s'il y a, j'ai essayé de le montrer, des échos nombreux entre ces deux lignes romanesques, il n'y a pas de correspondance exacte entre les deux niveaux. Pour le dire de manière encore plus schématique, les Juifs suppliciés, massacrés par les nazis, sont innocents. Cela ne l'est pas. L'utopie humaniste messianique que Solal attribue au judaïsme est noble, mais le calvaire infligé à Ariane, rendu coupable tout simplement d'avoir un corps, d'avoir des désirs humains, d'aimer la beauté, de vouloir jouir de l'existence, ce calvaire-là ne relève pas de l'éthique, mais de la névrose compulsive du personnage de Solal. Et c'est ce qui rend l'interprétation de Belle du Seigneur toujours très délicate. En dépit de certaines orientations idéologiques qui peuvent passer pour contraignantes et qui pourraient peut-être léser la liberté du lecteur, il me semble que l'œuvre de Cohen nous donne tous les moyens, pour peu que nous acceptions de nous défaire de quelques idées reçues, de donner, au fond, le dernier mot à la vie par rapport au jugement moral. Et il le donne, je terminerai là-dessus, par la présence permanente de l'humour, dans lequel on pourrait très bien lire chez Cohen une sorte de mot-valise entre l'humain et l'amour. L'humour est toujours cela chez Cohen, qui définissait d'ailleurs le génie comme avoir le cœur plein d'amour et l'œil méchant. Deuxième évidence, me semble-t-il, non seulement l'humour, mais de manière générale, cette extraordinaire capacité d'empathie, d'identification, qui fait dire à Cohen qu'il est à la fois Solal, mais aussi Ariane, qu'il est à la fois Ariane, mais aussi Adrien, mais aussi Mariette, la petite bonne de Belle du Seigneur. Au-delà des pétitions de principes, des grandes antithèses idéologiques ou métaphysiques d'Albert Cohen, c'est là, me semble-t-il, que se situe ce que j'appellerais la véritable expérience éthique du romancier. Je vous remercie. Une tétralogie, en fait, quatre romans, en effet. Et tout ça est saisissant par le fait que vous avez développé l'aspect d'Albert Cohen sous un angle tellement extraordinaire. Merci. Merci. C'est tout ce que j'attendais. Oui, vous, madame, Vous avez dit que vous parleriez du scandale de Oui. Alors, en quelques mots, en effet, l'épisode Ézéchiel est un des épisodes les plus douloureux de l'existence d'Albert Cohen. Alors, en deux mots, Ézéchiel est une œuvre qui est une très courte œuvre dramatique d'Albert Cohen, la seule œuvre dramatique qu'il ait publiée,
Il a fait une esquisse dramatique antérieure, mais c'est une œuvre très courte, une pièce en un acte, qui avait d'ailleurs eu un prix de la pièce en un acte en 1930, qui avait été louée par Louis Jouvet d'ailleurs à la Comédie Française, et qui a été jouée une première fois sans trop d'éclat, mais qui a eu le malheur, je dirais, d'être jouée en 1933. Ça doit être en mai ou en juin 1933. Je crois que c'était à l'Odéon. Et là, il y a eu un véritable scandale, parce que l'œuvre a été sifflée, semble-t-il, par quelques antisémites, mais surtout, ce n'était pas le pire, elle a scandalisé, effrayé, choqué énormément de juifs français. Il y a eu des mots terribles, d'ailleurs, qui considéraient que c'était une pièce antisémite que Cohen avait produite. Quelqu'un avait même écrit hier soir à l'Odéon, un certain Adolf Hitler, sous le pseudonyme d'Albert Cohen, a représenté une pièce, etc. Bon, vous voyez à quelle violence on atteignait. Alors, c'est une pièce qui, je crois, est une pièce très difficile à mettre entre toutes les mains, je dirais, hein, mais qui représente, je le rappelle, c'est l'histoire terrible une histoire à deux personnages. Ézéchiel est le patriarche, en quelque sorte, le chef de la communauté de Céphalonie, et il attend le retour de son fils, qui a fait une très belle carrière politique en Angleterre, qui doit venir le voir et l'honorer de sa présence. Il est très fier. Ce chef de la communauté de Céphalonie est d'abord présenté comme un avare compulsif. Et il est vrai que le décor envisagé par Cohen n'a rien à envier aux pires représentations de l'antisémitisme de l'époque, hein, avec un coffre-fort tentaculaire, hein, qui occupe pratiquement toute la scène. Donc Albert Cohen reprend toute cette imagerie antisémite de l'avare. Il fait venir donc le pauvre Jérémie, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est un personnage récurrent dans son œuvre, qui doit annoncer la nouvelle terrible que le fils d'Ézéchiel est mort dans le bateau qui devait le conduire à Céphalonie. Et donc toute la pièce, c'est comment Jérémie va-t-il annoncer au père qui attend son fils vivant que son fils est mort sur le bateau. Il finit par le lui annoncer. Le père est dans un premier temps, bien sûr, absolument désespéré, mais voici que 5 minutes après, il dit à Jérémie qu'après tout, la vie n'est pas finie. Il demande à Jérémie s'il a une fille, bien décidé à épouser la fille de Jérémie et à se faire donc un nouveau fils. Et moyennant quoi, juste après, il donne des ordres de bourse parce que la vie continue. Et la pièce se clôt sur ce ressaisissement d'Ézéchiel qui décide de faire un nouveau fils et de ne pas s'attarder dans le deuil et tout de suite à reprendre ses affaires. On imagine avec quelle délectation, évidemment, un antisémite peut se saisir de cette pièce. Dans l'idée d'Albert Cohen, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait tout simplement de célébrer, de manière certes paradoxale, cette sorte d'opiniâtreté à vivre du peuple juif. C'est-à-dire le fait tout simplement que, entre 1001 traverses et malencontres, eh bien, le peuple juif n'a pas le choix, il doit continuer à exister. Hein, il ne peut pas s'appesantir dans la mélancolie et le deuil. Tout cela partait certes d'intentions louables, mais en 1933, on peut imaginer le choc que ça a pu représenter. Il y a un temps, en quelque sorte, pour ce genre de pièce, et un temps, parfois à quelques années près, où ça ne passe plus du tout. Voilà. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je doute qu'une pièce comme ça puisse franchir aisément le seuil de tous les théâtres français. Claude ? Alors, il a été un fervent sioniste toute sa vie, mais la différence, c'est qu'il a été un sioniste activiste entre 1920 et 1945, et qu'ensuite, tout en restant tout à fait complètement solidaire de l'existence et des combats d'Israël,
il a absolument abdiqué tout activisme. On lui avait proposé même d'être un ambassadeur d'Israël, il n'avait pas le temps d'apprendre l'hébreu, c'était trop fastidieux, et surtout, il avait une œuvre à écrire. Et donc, il s'est dégagé de tout engagement politique à partir de là. Mais je ne le qualifierais pas de déçu du sionisme. Ce qui, par contre, m'a frappé, moi, comme chercheur, si vous voulez, c'est le fait que, comme souvent chez Albert Cohen, on célèbre les choses, mais de loin. Comme pour les femmes, comme pour les Juifs, comme pour Israël, c'est pareil. Il n'y a jamais mis les pieds. Et il y a cette sorte d'amour platonique du sionisme qui, moi, m'avait amené à m'interroger. Juste pour remonter la dernière question, j'ai le vague souvenir qu'une partie d'un des romans d'Albert Cohen se passe en Palestine mandataire. Tout à fait, c'est dans Solal qu'il y a l'épisode palestinien des frères, des cousins et des oncles de Solal qui vont fonder une colonie qui s'appelle Kfar Saltiel en Palestine mandataire. Et c'est assez significativement, d'ailleurs c'est une entreprise à la fois héroïque, sympathique et une bérésina. Pourquoi ? Non pas du tout on a pu imaginer que ça pouvait être un épisode antisioniste, absolument pas. En réalité, cela partait de quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire que les Juifs du ghetto, de l'imaginaire d'Albert Cohen, ne pouvaient tout simplement pas exister dans un État à construire. Ils ne pouvaient être que des créatures dépenaillées, inoffensives du ghetto. Saltiel ou Manche-Clou avec un casque de soldat et des armes, c'était tout simplement impensable, imaginairement impensable. Et donc, l'imaginaire juif de Cohen reste fondamentalement un imaginaire diasporique. La greffe ne peut pas prendre. Il a essayé de chanter le sionisme comme poète, mais fondamentalement, ça ne sonne pas très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon alors, comme je l'avais précédemment annoncé, donc Annie ne pouvant pas être présente, nous ayons transmis son texte. Philippe a eu l'extrême gentillesse et amitié de nous, vous avez aussi la libre d'accepter de lire la communication qu'avait prévue Annie sur Romain Gary. Alors, je suis désolé, je n'ai ni la perruque adéquate, ni la voix délicieuse d'Annie. Je vais tout simplement, très, très humblement, essayer de me mettre au service de son texte. Ce texte s'appelle « Entre réécriture et fidélité, le petit théâtre familial de Romain Gary ». Pour beaucoup de lecteurs, Romain Gary reste essentiellement associé à deux images. C'est l'auteur de La promesse de l'aube, chant d'amour filial célébrant une mère sublime, en quelque sorte un livre de ma mère ashkénaze, ou plus exactement, selon l'expression de Pierre Bayard, un roman maternel aux deux sens du terme. C'est un roman écrit sur la mère, qui d'une certaine manière permet au fils de s'acquitter de sa dette, mais c'est aussi un roman centré sur l'accomplissement du désir maternel, inscrit dans le désir de celle qui a prédit que son fils serait écrivain, et qui a, en quelque sorte, écrit le destin de son fils. Une deuxième image de Gary qui a longtemps fait écran à son œuvre. Gary, c'est l'auteur, on le sait, d'une supercherie géniale qui a fait d'un écrivain vieillissant un auteur tout neuf, Émile Ajar, comme jailli du néant et fils de ses propres œuvres, inventeur d'une langue nouvelle, jubilatoire et transgressive, l'ajarien. Une supercherie qui fait que son auteur a 2 fois le prix Goncourt, une première fois pour Les Racines du ciel et une seconde fois pour La vie devant soi. C'est de ces deux approches un peu figées que je voudrais partir. Je dis je parce que je ne vais pas tout transposer. Mais c'est bien d'Annie qu'il est question. En les élargissant à quelques caractéristiques de l'œuvre et de l'écriture. On n'a pas assez dit à quel point l'œuvre de Gary et celle d'Ajar puisaient aux mêmes sources. Car si Romain Gary publie à partir de 1974 sous le pseudonyme d'Émile Ajar, Gros câlin, La vie devant soi, Pseudo,
L'angoisse du roi Salomon. Il écrit dans le même temps, sous le nom de Romain Gary, La nuit sera calme, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, Clair de femme, etc. Ce qui frappe dans l'ensemble de l'œuvre, en dépit de la multiplicité des décors, des temps et des choix d'écriture, c'est l'unité, la répétition des thèmes, et en particulier le rapport complexe aux identités et aux noms troublés, changeantes, incertaines. Gary n'utilisera pas moins de 5 pseudonymes. Romain Gary, qui est déjà un pseudonyme, Fosco Sinibaldi, Chatan Boga, Émile Ajar et, selon des modalités un peu différentes, François Bondy, puisque François Bondy a vraiment existé, que c'est un journaliste et un vieil ami de Romain Gary, et que celui-ci, dans La nuit sera calme, publie sous la fiction d'un livre d'entretien, un livre où il formule des questions et les réponses, et qui peut constituer une forme originale d'autobiographie. On retrouve d'une œuvre à l'autre ces identités problématiques. Je me suis toujours été autre, écrit-il. J'ai une gueule qui ne me correspond pas, ajoute-t-il. Même sa voix ne lui correspond pas, dit-il. Ainsi, le narrateur de La promesse de l'aube prétend que la voix de Calliope est sa vraie voix qui lui a été usurpée. Je cite, « Je suis incapable de dire à quel moment et à la suite de quelle sinistre manipulation la substitution a eu lieu, mais c'est ainsi, et ceux qui veulent entendre ma véritable voix sont invités à acheter un disque de Calliope. » Derrière un effet comique certain, ces affirmations, bien avant l'affaire Ajar, témoignent de ce trouble de l'identité que l'on retrouve chez beaucoup de ces personnages. Car on ne compte plus, d'un roman à l'autre, les protagonistes qui vivent sous une fausse identité ou qui ont de faux papiers. Pour n'en donner que quelques exemples, Lady L, aristocrate anglaise, qui se révèle être la prostituée anarchiste Annette Boudin. Madame Rosa, à laquelle un ami commissaire a fait un jeu de faux papiers, certifiant qu'elle n'est pas juive, par peur de l'épuration. Isidore Lefkovitch, qui pendant la guerre prend l'identité d'un officier allemand. Dans le monde garien, les pièces d'identité n'attestent que des évidences aléatoires que l'on peut transformer ou même inverser, y compris l'identité sexuelle, j'en suis la preuve vivante. Dans Les Cerfs-Volants, Julie Espinosa, maquerelle juive qui pressent que la France va être occupée, se fait faire des papiers qui prouvent qu'elle est bien l'aristocratique comtesse Esterhazy. Et cette substitution cristallise de nombreuses dimensions de l'humour garien. Julie Espinosa, donc à une voyelle près comme Spinoza, le philosophe, précise-t-elle avec fierté, Julie Espinosa donc a choisi de traverser la guerre sous le nom de l'un des protagonistes les plus connus de l'affaire Dreyfus, et les moins sympathiques. Mais au moment où le petit Ludo commence à l'appeler par son nouveau nom, il est interrompu. « Madame Esther » a-t-il le temps de prononcer. Ainsi se conjugue le motif du retour comique d'un refoulé et le motif du renversement, le juif et son autre restant toujours dans l'œuvre dans des situations en miroir ou de très grande proximité. Qu'en est-il du rapport de Gary à sa judéité? Dans le temps imparti, l'on pourrait privilégier quelques pistes. L'une qui concerne le thème de la cachette, que j'ai pu appeler la judéité ventriloque de Romain Gary. La cachette est l'un des motifs fondamentaux de l'œuvre que viennent redoubler des procédés d'encryptage, de jeu avec les langues, de déplacement, de ventriloquie. Chez Gary, le motif de la cache est inséparable de la question de l'identité et de la violence meurtrière de l'histoire, ce qui fait de ses œuvres un emboîtement de poupées russes, polonaises et juives, des poupées vivantes, traversées par la voix de poupées mortes qui y résonnent comme dans une crypte. Une autre piste concerne son petit théâtre familial, objet d'une incessante réécriture. La relation à la mère, que l'on a souvent évoquée, mais il sera surtout ici question de la relation au père, une relation complexe et ambivalente, qui pose bien sûr la question de l'origine et de la transmission. Une autre piste, encore, reste liée à la mémoire inapaisée de la guerre et de la Shoah, qui chez Gary ne sont jamais confondues. Une thématique qui apparaît de façon évidente dans une œuvre comme La danse de Gengis Khan, hommage à une culture assassinée, qui emprunte la forme même de l'une de ses plus grandes réussites.
car le modèle en est bien sûr le chef-d'œuvre fantasmatique et légendaire de Shalom Ansky, le D-Book. Cette mémoire est présente dans l'ensemble de l'œuvre. Elle est d'abord située en Pologne et en Allemagne, avec, à partir des années 70, un décentrement vers la France sous l'occupation et la rafle du Veldi. Enfin, il faudrait aborder chez Gary une dimension très particulière de l'écriture comme dernier recours face à l'horreur et l'injustice de la vie réelle, l'écriture comme recréation du monde tel qu'il devrait être, ce que l'on pourrait appeler un messianisme de l'écriture, et ce serait peut-être la dimension juive la plus incontestable chez Gary. Ces pistes ne cessent de se croiser et de se recouper d'une œuvre à l'autre. Elles sont inscrites dans un long processus. Au départ, le refus d'évoquer un judaïsme qui fut vécu comme une condition malheureuse et humiliée en Pologne puis en France par 2 émigrés. Si l'auteur se laisse aller à quelques confidences, c'est par déplacement, par la bouche d'un enfant maghrébin comme Momo, qui évoque le racisme dont il est l'objet, ou à propos de pogroms perpétrés dans la Russie du XVIIIe siècle. Il sera intéressant d'interroger une évolution qui conduit à la construction d'une judéité littéraire, c'est-à-dire à l'évocation de valeurs essentielles pour Gary et que dans une sorte de construction syncrétique, il associe au judaïsme. Ces valeurs sont la mémoire, la compassion, l'empathie pour la faiblesse, mais surtout le refus du monde réel dans sa laideur et sa cruauté. D'où, chez Gary, le lien souvent affirmé entre le juif, l'artiste et l'écrivain. Bien sûr, il ne s'agit pas de prétendre réduire à cette seule dimension juive une œuvre multiforme et inclassable, que son ironie défend contre toute annexion. Il s'agit surtout de se demander quelles sont les modalités de son rapport à l'identité et au judaïsme, quelles en sont les représentations, les contradictions, parfois les matrices. Il y a dans l'œuvre de Gary très peu d'allusions à son ascendance juive. Elle n'est pas masquée, simplement elle est très sobrement énoncée. Dans La promesse de l'aube, le roman qui, avec La nuit sera calme, est le plus proche de l'autobiographie, le narrateur évoque par bribes ce qu'il sait du passé de sa mère, Nina Kassev, fils d'un horloger juif de la steppe russe, très belle adolescente, ayant choisi le métier d'actrice et quitté sa famille à l'âge de 16 ans. Une ascendance qui est évoquée en une ligne, énoncée sans commentaire, ce qui est surprenant quand on sait la place que va prendre cette dimension dans le monde imaginaire de l'écrivain. En ce qui concerne le père, ce qui est suggéré à plusieurs reprises, c'est une filiation très incertaine. Gary porte le nom de Kassev, le second mari de sa mère, mais suggère à plusieurs reprises qu'il pourrait être le fils de l'acteur russe Ivan Mosjoukhin, star du cinéma muet, avec lequel il présente une ressemblance frappante et dont la photo trône sur son bureau. Et de ce point de vue, la biographie de Myriam Anisimov, Romain Gary le caméléon, se révèle précieuse pour établir quelques vérités biographiques incontestables. Dans La promesse de l'aube, évoquant les années de guerre et le moment où il va rejoindre les forces françaises libres, Gary ne fait aucune mention d'un danger supplémentaire encouru par lui et sa mère à cause de leur origine. Il ne se réfère jamais à une expérience personnelle de la judéité, sauf dans La nuit sera calme. Il met en scène, il fait parler, et parfois même il parle des personnages juifs, mais sans jamais assumer un « je » qui les représente, ou alors, lorsqu'il assume un « je » juif, il s'agit d'un statut d'énonciation impossible. Un mort qui parle par la voix de celui qui l'habite, comme Gengis Khan, ou un malade dans une clinique psychiatrique, comme dans Pseudo. Et pourtant, dès Éducation européenne, son premier roman, Gary commence à tracer d'inoubliables silhouettes de personnages juifs, de Monique Stern, l'enfant violoniste qui meurt de froid dans la forêt de Suchaki, en serrant son violon contre sa joue à Madame Rosa, prostituée vieillissante rescapée de la Shoah, qui de temps en temps descend se réfugier dans son trou juif aménagé dans une cave de Belleville. Et ceci jusqu'aux dernières lignes de son dernier roman, Les Cerfs-Volants, où il rend hommage aux pasteurs et aux habitants du village de Chambon, sur Lignon, qui pendant la guerre ont organisé le sauvetage d'enfants juifs. En fait, les romans de Gary sont peuplés d'une multitude de personnages secondaires juifs, souvent rattachés de façon explicite aux grandes communautés de Pologne ou de Russie.
Ce sont de petites silhouettes fugitives qui rappellent celles de Chagall et cheminent sur une grande route où elles côtoient bien d'autres voyageurs. Un regard attentif, amical, amusé, attendri leur est toujours accordé. Dans Éducation européenne, ce sont les partisans juifs réfugiés dans la forêt qui se réunissent pour la prière du vendredi soir, une prière avec sanglots et balancements, conduite avec un impressionnant accent ashkénaze. Dans le grand vestiaire, on trouve un petit dentiste, le docteur Leibovitch, ancien déporté, qui va soigner l'ancien collabo Van der Put, atteint d'une effroyable rage de dents parce que, dit-il, un homme est un homme. Il pourrait représenter une certaine forme de compassion juive que l'on retrouvera chez le docteur Katz, qui sait faire preuve de charité chrétienne, et chez le professeur Tsourès, grand signataire de pétitions. Dans les cerfs-volants, Madame Julie, maquerelle juive et résistante, présente un sens aigu de la survie, et il faut souligner que pour Gary, c'est une valeur juive apparentée au courage et rodée par des siècles de persécution. On ne nous aura pas facilement, tu peux me croire, on a 1000 ans d'entraînement et d'expérience, nous autres, il y en a qui ont oublié. Un discours repris sous la plume d'Ajar par le roi Salomon, Salomon Rubinstein, roi du prêt-à-porter. Je cite, « Je tiens à vous dire, mes jeunes amis, que je n'ai pas échappé aux nazis pendant 4 ans, à la Gestapo, à la déportation, aux rafles pour le Veldiv, aux chambres à gaz et à l'extermination, pour me laisser faire par une quelconque mort dite naturelle, de 3e ordre, sous de miteux prétextes physiologiques. Les meilleurs ne sont pas parvenus à m'avoir, alors vous pensez qu'on ne m'aura pas par la routine. Je n'ai pas échappé à l'Holocauste pour rien, mes petits amis. J'ai l'intention de vivre vieux, qu'on se le tienne pour dit. » Beaucoup de ces personnages juifs sont hantés par la mémoire de la Shoah. Sonia Tovarsky, dont le mari a été déporté pendant la rafle du Veldiv. Madame Rosa, qui croit qu'on sonne chez elle au petit matin pour venir l'arrêter. Ou les héros de courtes nouvelles comme Gluckman, rescapé du camp de Thorenberg, émigré en Bolivie à La Paz, qui nourrit son tortionnaire nazi car celui-ci a promis d'être plus gentil pour la prochaine fois. Il faudrait s'arrêter sur quelques images qui reviennent souvent sous la plume de Gary avec une charge d'émotion et de lyrisme. Elles concernent les Juifs dans leur rapport à la musique. On pense alors, dans l'éducation européenne, au petit violoniste juif surnommé Wunderkind, que des voyous polonais ont pris comme souffre-douleur et qui, avec son violon, réenchante le monde. Je cite, « Debout au milieu de la cave puante, vêtu de chiffon sale, l'enfant juif aux parents massacrés dans un ghetto réhabilitait le monde et les hommes réhabilitaient Dieu. Il jouait. Son visage n'était plus laid, son corps maladroit n'était plus ridicule, et dans sa main menue, l'archet était devenu une baguette enchantée. Le monde était sorti du chaos, il avait pris une forme harmonieuse et pure. » On pense aussi à ces violonistes juifs qui, dans Les Enchanteurs, suivent en traîneau Thérésina mourante, répandant le son de leur violon sur les grandes plaines glacées, essayant par leur musique de l'arracher au néant et à la mort. Je cite, « Je fis signe au cocher et l'obligeai, malgré ses craintes, car ce n'était point l'usage, à faire bondir les chevaux par-dessus la lune, et nous glissâmes ainsi dans la nuit bleue, saisissant parfois des poignées d'étoiles pour les jeter aux violonistes juifs sur le toit des chaumières et dans le cœur des hommes. » Comme souvent, en réaction à son propre lyrisme, Gary raillera ailleurs ce tic culturel et musical, décrivant avec ironie une soirée parisienne où jouent des musiciens en tenue russe, 3 jeunes gens en blouse russe, bottes et chavari, jouaient des airs de Blinis et de Kotelett Pojarski. Il faudrait évoquer une image surgie du passé dans le dernier livre, Les cerfs-volants, celle d'une silhouette sans nom, immobile, à la fois réelle et mythique, telle cette apparition silencieuse et prémonitoire à la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'était un juif vêtu d'un long cafetan que l'on appelait en polonais kapota, et coiffé de cette haute casquette noire que des millions de juifs portaient alors dans le ghetto. Il avait un visage très blanc et une barbe grise et était assis sur une borne kilométrique au bord de la chaussée de Gdynia. Ce juif en cafetan, comme ces milliers de juifs que Gary a dû côtoyer dans son enfance, aura mis des dizaines d'années pour traverser des strates d'oubli ou de silence volontaire et pour apparaître dans l'écriture. Dans 3 romans, les personnages juifs sont des personnages centraux. Il s'agit d'un revenant désormais sans âge, Gengis Khan, et dans les livres signés Aja, de 2 vieillards, Madame Rosa et le roi Salomon, rescapés de la Shoah et porteurs de valeurs profondément gariennes.
L'œuvre de Gary est aussi une histoire de langue, yiddish, russe, polonais, français, anglais. Des éducations européennes, on l'a dit, se trouvent de façon affichée et sur le mode comique des références précises aux rituels et à la prière du vendredi soir, récitées en hébreu et entremêlées de paroles tout à fait profanes, hurlées en yiddish. C'est l'épisode où les partisans juifs de la forêt de Vilno se retrouvent dans une vieille poudrière pour l'office du vendredi soir et où Simès, le préposé au guet, refuse de remplir son rôle car il veut prier lui aussi. Boror, Shein, Kveit, Malchusé, Léolem, Boët, Psalmodia, pieusement la voix de Simès. Je suis ici Rébé, je veux prier comme tout le monde. Le yiddish reste pour Gary une langue aux possibilités d'humour infinies. Mazel Tov répète à l'envi les héros juifs de Gary et cette formule laconique, utilisée à contretemps face à des interventions jugées sans importance, donne lieu à de petits chefs-d'œuvre d'impertinence et de dérision. Et à part ça va, Madame Kadir? Ça va, Madame Rosa, je vais bientôt mourir, le cœur. Mazel Tov, dit Madame Rosa avec bonté, ce qui veut dire en juif, je vous félicite. De même, un certain nombre de plaisanteries jouant sur la culture yiddish installent entre Gary et son lecteur une connivence réservée aux happy few. Dans Les Cerfs-Volants, on nous explique, pour le plus grand plaisir des yiddishophones, que la Pologne est protégée par la ligne de Helm, qui vaut la ligne Maginot. Dans la danse de Gengis Khan se trouvent des références si nombreuses à un humour, à une culture, à une langue, que le lecteur se constitue un véritable lexique. Il fait dans une jubilation complice l'apprentissage du yiddish, tandis que Schatz, le tortionnaire nazi qui abrite en lui Gengis Khan, subit cet apprentissage comme une torture. Je cite, « Je me surprends malgré moi à prononcer des mots dans cet infâme jargon. J'ai fini par acheter un dictionnaire pour me comprendre. Achachmounes, cela veut dire pitié. Je l'ai entendu 10 000 fois au bain mot. Chutzpé, culot, gvalt, secours, mazel tov, félicitations. Et puis tenez, l'autre nuit, je me suis réveillé en chantant. Vous savez ce qu'il me fait chanter? El Molo Chachamim, c'est leur chant funèbre pour les morts. Ensuite, il m'a fait chanter Yiddish et Mama. Aussi présent que la langue yiddish est le thème de la cachette. Chez Gary, comme chez Ajar, ce thème est toujours lié à la question de l'identité et plus spécifiquement de l'identité juive. Éducation européenne, le premier roman publié, s'ouvre dès la première page sur l'image du docteur Twardowski et de son fils, Janek, en train de creuser une cache. Dans cette cachette, Janek, le jeune protagoniste, pourra se terrer pendant des mois, peut-être attendre la fin de la guerre. Or, à partir de cet épisode qui ouvre le roman, la question que l'on peut se poser est la suivante. Pourquoi un garçon polonais de 15 ans, qui n'est pas un partisan, devrait-il passer la guerre caché dans un trou au milieu de la forêt? On trouve des situations semblables, clairement référées à une identité juive, par exemple dans les portes de la forêt d'Elie Wiesel ou encore chez Appelfeld. L'une des réponses possibles serait alors que Janek est juif. Questions et réponses restent totalement implicites. Le lecteur n'a aucune certitude et il n'est même pas sûr qu'il pense à se poser la question. Ce qui est sûr, c'est que le monde garien et ajarien est parsemé de cachettes, de caves, de trous, où les personnages s'abritent dans l'attente de temps meilleurs pour survivre, pour se rassurer, pour se retrouver. Un relevé exhaustif serait fastidieux, mais un premier parcours pourrait évoquer celles, et elles sont nombreuses, où est mis en évidence le lien très fort entre le thème de la cache et de l'identité juive. Dans l'éducation européenne, donc il y a aussi la cave noire et puante, où Janek découvre Moniek Stern, le petit violoniste juif, Wunderkind. Dans une nouvelle intitulée « Un humaniste », il y a la cave de Berlin, où Karl Levy est caché par des amis ariens qui administrent ses biens, et où il finit par mourir parce que ses amis ont oublié de l'avertir que la guerre était terminée. Dans l'angoisse du roi Salomon, c'est dans une cave des Champs-Élysées que ce dernier a passé 4 années de guerre dans le noir, sans voir la lumière du jour. Dans La vie devant soi, Momo découvre la cave de Madame Rosa à Belleville, cave qu'elle appelle aussi son trou juif, qui est le lieu où elle se réfugie pour se rassurer, pour retrouver quelque chose d'une identité, puis pour mourir. Devant ces images de cache,
de caves et de souterrains, on ne peut s'empêcher de penser à Albert Cohen, qui partage avec Gary tant de traits communs. Là, il y a la réunification de mes deux personnalités. Et donc, on ne peut s'empêcher de penser au souterrain du château de Saint-Germain, où Solal a installé clandestinement sa parentèle venue de Céphalonie. Celle-ci y mène une vie souterraine et se manifeste par des prières et des chants étranges qu'Aude de Mossane, la femme de Solal, entend dans la nuit. On pense aussi à la cave de Berlin, où Solal rencontre la naine Rachel, incarnation de la mémoire et du malheur juif. Cependant, alors que chez Cohen, la demeure souterraine semble être le lieu d'une vie collective, clandestine, presque marane, chez Romain Gary, le trou juif est un refuge individuel, souvent le lieu d'une survie. Il peut aussi être une tombe, imagerie liée aux représentations du judaïsme telles qu'elles peuvent être développées dans l'immédiat après-Shoah pour un survivant. Dans la danse de Gengis Khan, les trous que recouvre la forêt de Geist sont des fosses collectives creusées par les victimes avant qu'elles ne soient fusillées, et ils sont très explicitement appelés les trous juifs. Cependant, même au niveau des caches, une circulation des places qui se répète chez Gary est repérable. À La Paz, en Bolivie, il y a la cave où se cache un nazi, le trou à rats où se réfugie le collabo Van der Put. On découvre là une situation qui, sous une forme ou une autre, se répète dans l'œuvre. Un ancien nazi caché dans une cave comme un juif, une victime juive, Gengis Khan, cachée dans le corps d'un soldat allemand. Nous touchons ici à une circulation et à une réversibilité des signes, souvent troublante, chez Gary. Le motif de Gengis Khan, caché à l'intérieur de Schatz, demande que l'on s'y arrête, car il conjugue deux modalités récurrentes du rapport de Gary à l'identité juive, celui de la cachette et celui de la prise de parole plus ou moins ventriloque. Le livre de Gary est une œuvre très forte et très dérangeante. Il faut la replacer dans son contexte. En 1967, date de sortie du livre, très peu d'œuvres romanesques portent sur la Shoah. Il y a eu au début des années 60 les œuvres des grands témoins, Piotr Ravitch, Anna Langfuss, Elie Wiesel. Il y a une audace très grande dans ces années-là à écrire sur la Shoah quand on n'est pas soi-même un rescapé. L'affaire Schwarzbart en témoigne. Mais écrire un roman drôle sur la Shoah pourrait passer pour une véritable provocation. Pas de scandale Gary, pourtant, simplement une œuvre incomprise. La victime est devenue le D-book de son bourreau. Gary développe cette situation avec une ironie décapante, dans une mise en scène très explicite et en même temps très drôle de ce phénomène de possession. Il décrit Gengis Khan infligeant à son meurtrier une présence persécutrice, l'obligeant à parler en yiddish, à manger kasher, mais surtout lui apparaissant porteur des stigmates de son calvaire dès que l'autre prétend oublier le passé. Il ne permettra pas à l'oubli de s'installer. Gengis Khan est donc une sorte de mémoire, vivante si l'on peut dire, une mémoire interne projetée vers l'extérieur sous les yeux du nazi. Mais Gengis Khan est surtout une voix qui ne cesse de parler, de commenter, de provoquer, de faire des plaisanteries. C'était d'ailleurs un comique de métier. C'est une voix qui inscrit dans le texte la langue de l'humour juif. Mais le lecteur ne peut oublier que le yiddish est aussi la langue des victimes, la langue d'une communauté morte. Le texte de Gary s'organise alors comme une séance de spiritisme, où Gengis Khan raconte les circonstances horrifiantes de son exécution, la peur, les cris d'enfants, la mort, la terre, le monceau de cadavres qu'il a quitté pour habiter Schatz, laissant apparaître derrière la plaisanterie des visions d'une horreur autrement insoutenable. Je lui fais le coup de la bande sonore, au lieu de me sentir simplement là, en silence, devant lui, avec mon étoile juive et mon visage couvert de plâtre, je fais du bruit, je lui fais entendre des voix, mais surtout aux voix des mères qu'il est le plus, mais c'est surtout aux voix des mères qu'il est le plus sensible. Nous étions une quarantaine dans le trou que nous avions creusé, et il y avait naturellement des mères avec leurs enfants. Je lui ai fait donc entendre, avec un réalisme saisissant, en matière d'art, je suis pour le réalisme, les cris des mères juives une seconde avant les rafales de mitraillettes, lorsqu'elles comprirent enfin que leurs enfants ne seraient pas épargnés. Ça fait au moins 1000 décibels, une mère juive, à ces moments-là. Gary décrit par la bouche de Gengis Khan les massacres perpétrés par les Einsatzgruppen, bien avant que ceux-ci ne soient qualifiés de Shoah par balle. Gengis Khan les raconte en première personne, réalisant de façon improbable cette réflexion de Primo Levi, qui, dans Les naufragés et les rescapés, écrivait que ce ne serait pas aux survivants de témoigner de l'horreur, mais bien aux engloutis.
Derrière l'aspect humoristique de l'œuvre, s'agite le refoulé de toute une nation, hantée par 6 millions de D-books, et le lecteur est confronté à un double phénomène de possession. Gary décrit Schatz, le tortionnaire, abritant un D-book juif à son corps défendant, mais lui-même, Gary, donne asile volontairement à cette voix qui témoigne et dont il se veut traverser, afin qu'il soit porté témoignage du crime perpétré. Il exprime ainsi sa fidélité à un groupe persécuté dont il ne cessera, de sa première à sa dernière heure, de rappeler et d'évoquer le destin. Cependant, la biographie de Myriam Anisimov, et en particulier les premiers chapitres qui sont d'une importance capitale, incite à relire sous un éclairage nouveau les enjeux de l'écriture de la danse de Gengis Khan. Dans La promesse de l'aube, Gary prétendait avoir reçu une lettre lui affirmant que son père n'était pas mort dans la chambre à gaz, mais qu'il était mort de peur avant d'entrer dans la chambre à gaz. Un épisode qui permettrait à Gary de faire de ce personnage une préfiguration de ces anti-héros qu'il décrira avec tant d'empathie sous la plume d'Ajar, mais qui lui permettait aussi de refuser une filiation organique avec Léonid Kassev, tout en affirmant avec ce père une filiation volontairement choisie, autrement dit, de le renier tout en l'assumant. Myriam Anisimov a évoqué les vraies circonstances de la mort de Léonid Kassev. Il semble qu'il ne soit pas mort dans un camp, mais fusillé dans les fosses de Ponary lors de la liquidation finale du ghetto en septembre 1943. On ne peut dès lors s'empêcher de penser que si la voix de Gengis Khan est une voix qui parle pour l'ensemble des victimes, elle est aussi et en particulier la voix d'une victime. Gary est comme traversé par la voix de son père. Il parle la mort de son père. Si l'on se souvient que le nom du père, Léonid Kassev, résultait d'un premier changement de nom, de Katz à Kassev, effectué par le grand-père, il suffit de rappeler que le nom de Katz est l'une des variations du nom de Cohen en Europe centrale. Or, Cohen, c'est Gengis Khan. Un passage par les textes théoriques de Nicolas Abraham et de Maria Torok sur les deuils impossibles, les secrets inavouables, les phénomènes d'incorporation qui font des cryptophores des porteurs de secrets et des habitacles pour leur mort, on pourrait éclairer bien des aspects de l'œuvre garienne, en aucune manière prétendre l'y réduire. Car à côté d'une figure maternelle si souvent évoquée, célébrée, commentée, il y a la présence anonymée, funèbre, secrète, mais tout aussi présente, de cette figure paternelle. Après avoir si souvent et de façon si comique parlé de sa mère, Gary, dans un registre plus tragique, bien que sur le mode de la plaisanterie, a donné voix au père. Le rapport au judaïsme est donc lié au père. Dans un premier temps, c'est un judaïsme inscrit sous le signe du deuil. Dans un second temps, il faudrait avoir le temps de décrypter les derniers romans. Dans un second temps, c'est un judaïsme porteur de valeurs essentielles et universelles qui, comme les cerfs-volants jaunes en forme d'étoile de son dernier roman, s'envolent légèrement, fidèlement au-dessus de la cruelle réalité, de la violence de l'histoire et de ce que la question des origines peut avoir pour Gary de contraignant. Je disais donc deux remerciements en notre nom à tous. Le premier à Annie d'avoir écrit, rédigé ce texte et de nous l'avoir quand même transmis, malgré son impossibilité à être parmi nous. Il était important de l'avoir dans cette journée, ce texte et ce commentaire et cette analyse. Et le deuxième remerciement à Philippe de nous l'avoir restitué aussi admirablement. Je crois que nous avons une petite interruption de lunch et puis nous nous retrouvons vers 14h30, je crois.